Voilà. Voilà, c'est bien. J'ai lancé l'enregistrement et ça fonctionne. Oui, vous évoquiez des moments difficiles qu'a connu l'université. C'était le cas, je crois, à votre époque. Il y en a Ah eu. ouais. Mais enfin, bon, après tout, dans chaque institution, il y a des cycles, hein, et Oui, ce cycle fondateur n'est pas gagné, hein. c'est vrai. Il n'est pas gagné. Bon, enfin, mais ça arrive dans ces institutions. L'essentiel, c'est que tout cela ait valu la peine et que on en récolte les fruits plus tard, quoi. Voilà. Bon, ben, si vous me permettez, on va démarrer. Je vais vous poser Absolument. la première question. Donc, la première question, c'est de savoir ce que vous faisiez avant d'arriver à l'université Sangor. Vous étiez un jeune recteur, je crois, hein, quand vous êtes arrivé. Oui, alors, moi, il se trouve que j'étais professeur à l'Université de New York. J'enseignais à la fois à la School of Government et à l'Institute of French Studies. J'ai été royalement logé, je ne sais pas si vous connaissez cette ville, mais c'est le Washington News, hein, c'est à côté d'un petit arc de triomphe qui se trouve au bas de la ville de New York. Et j'avais des relations régulières avec le conseil culturel qui se trouve à New York et non pas à Washington, comme beaucoup de gens le pensent. Et il m'a invité à un dîner traditionnel à l'occasion de la venue de la délégation française pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Et mon voisin de table était Maurice Ulrich, conseiller du président de la République la francophonie et conseiller aux affaires politiques. Et dans la discussion, il m'a dit, écoutez, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais sachez qu'il y a un poste à cette université qu'on essaie de promouvoir à Alexandrie. Et bon, très rapidement, il m'a mis en relation avec Michel Gendron-Massalou, qui était rectrice de l'Agence universitaire francophonie à l'époque. Et elle-même m'a présenté à Boutros Ghali, qui était secrétaire général, et les choses se sont faites vraiment aussi simplement que ça. Il m'a reçu, on a eu un long entretien à son domicile. À l'époque, c'était à la rue Saint-Dominique. Et puis, quelques jours après, alors j'ai terminé quand même mon séjour à New York, et puis je suis arrivé à Alexandrie, mais vraiment sans savoir exactement ce à quoi j'allais être exposé, mais en ayant le sentiment de participer à une aventure qui valait la peine. Très bien. Alors, justement, vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Quand vous êtes arrivé ici, c'était quoi votre plus grand étonnement, je dirais? Oui, alors, avant de parler de la maison et de ce que j'ai pu y faire, le premier contact, je dirais le premier choc, puisque je ne connaissais pas l'Égypte autrement que de manière d'ivresse, ça a été de voir ce cadre méditerranéen, la rive sud de la Méditerranée. J'en vois encore les images, la corniche, c'est vraiment ce front de mer qui est magnifique. À l'époque, je ne sais pas si ce bâtiment existe toujours, il y a un bâtiment qui a été rénové par la coopération suédoise et qui abritait un institut de recherche internationale sur la paix, justement. Et cette partie-là de la corniche m'avait beaucoup frappé. Alors, j'avoue que quand nous sommes arrivés dans les locaux de l'université, j'étais très étonné de voir que la tour, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais était occupée uniquement que par l'établissement et en plus que deux ou trois étages, ou trois ou quatre, je ne sais plus exactement, avec un entretien qui laissait à désirer. Je sais pas, j'espère que les choses se sont améliorées, puisque l'ascenseur, et je vais vous raconter une anecdote plus tard, tombait souvent en panne. Et voilà. Mais enfin bon, je n'étais pas plus décontenancé que ça. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup d'établissements aussi qui se trouvent dans des situations matérielles assez étonnantes. Et puis tout de suite, j'ai été happé par la chaleur de mes futurs collaborateurs et le personnel justement égyptien aussi, dont je garde un souvenir assez vif. Et puis, peu à peu, je suis entré dans le rôle. Et j'avoue que je n'étais pas précédé par des a priori, puisqu'on n'a pas pu me remettre à l'époque
de dossiers hein, sur l'établissement. J'avais que quelques éléments glanés ici et là lors des entretiens entre guillemets d'embauche que j'ai eu avec notamment l'un des pères fondateurs de l'université, le grand Boutros Ghali, qui lui venait de prendre ses fonctions en plus de secrétaire général de la francophonie après avoir exercé comme secrétaire général des Nations Unies. Et donc tout ça était encore entouré d'un halo d'une auréole, on va dire, de bonnes choses. C'était l'état de grâce, j'y arrivais, etc. Alors très rapidement, j'ai proposé de mettre en place, d'élaborer un plan d'action, euh, parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas vraiment d'archives et que ce qui était en place, mon prédécesseur étant parti dans des conditions qui n'étaient pas idéales, méritait d'être peut-être repensé, recadré. Donc, c'est mon premier objectif, de mettre en place ce plan d'action de l'établissement. Et cette proposition a été avalisée par le secrétaire général. Nous avions à l'époque, je ne sais pas si cette pratique s'est poursuivie, une réunion mensuelle à Paris. À l'époque, le secrétaire général avait ses bureaux rue de Bourgogne. Et tous les opérateurs rencontraient le secrétaire général, une réunion qui durait 1 heure pour faire le point sur ce qui était en cours dans l'établissement. Arrivant, faisant cette proposition, elle a été acceptée. J'ai eu 3 mois pour proposer des axes pour déployer un petit peu l'établissement, qui était à l'époque tout petit. Hein. Il y avait de mémoire une soixantaine, on les appelait des auditeurs d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore. Et donc 4 départements uniquement. Voilà, donc alors ce plan d'action, donc je me souviens, j'ai pas pu retrouver mes archives dans ma maison de vacances parce que j'ai gardé tout ça quelque part. Je sais qu'il y avait une dimension pédagogique. Presque au moment où j'arrivais, euh, le processus de Bologne était à maturité. Donc, il fallait positionner l'établissement par rapport au LMD, étant entendu que le niveau de diplomation de l'établissement était le niveau master. Le master n'existait pas encore et donc j'avais proposé, avec le soutien de l'AUF d'ailleurs, la masterisation. Ça, c'était un premier. Je me souviens d'ailleurs, parce que le terme, mais M. Boutros Ghali me disait, mais master, c'est un mot anglais, ça. Alors, j'ai expliqué tout le processus, ça n'allait pas de soi. Deuxième axe, c'était sur la gouvernance, puisque sur le papier, bon, dans les statuts, il y avait un conseil d'administration, un conseil académique, et une troisième instance qui était une instance à la main du recteur, une réunion de direction avec les directeurs de département. Or, à mon arrivée, mon entourage me disait que les instances ne s'étaient pas réunies depuis. Donc, j'ai reproposé là aussi de mettre ordre et périodicité dans ces réunions, de revoir les compositions. C'était le deuxième axe. Et puis le troisième, c'est l'axe financier. À mon arrivée, c'était d'ailleurs les premiers tourments que j'ai eu à régler. Les financements n'arrivaient pas. Alors, il y avait je m'agis toujours le cas, en tout cas je l'espère, une subvention de 80% qui est apportée par la France, une subvention de peut-être 10% ou 15% par le Canada, et une dernière subvention qui était résiduelle, qui était apportée par nos amis suisses. Et pour des raisons qui m'échappent, la subvention française a été très tardivement. Bon, la situation financière n'est pas satisfaisante du tout. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller démarcher les personnes donc,
idoine au Quai d'Orsay, ensuite voir l'ambassadeur du Canada à Paris, voir ensuite l'ambassadeur de Suisse, et puis convenir d'une réunion tripartite pour essayer de mettre tout ça dans l'ordre, parce que les uns et les autres aussi avaient des récriminations à faire par rapport à la transmission des pièces par l'université. Donc, on a mis tout ça là. Et ces premiers mois étaient assez sportifs, puisque en même temps, il fallait que je prenne aussi la mesure des personnels, de mes collègues directeurs de département, du contenu des enseignements. Et donc, tout ça était. Mais bon, j'étais toujours plein de fougue et d'allant. Et bon, j'étais jeune. On me dit rétrospectivement le plus jeune des recteurs. Euh, et euh, et, euh, et j'en garde vraiment un souvenir passionnant où j'avais des rencontres directes avec les auditeurs qui avaient une association. Et tout ça, ma foi, c'est bien passé. Même, encore une fois, si ça se fait toujours facilement. Hein. Il y avait j'ai demandé à M. Kali, puis quand son successeur est arrivé, le président Abdou d'intervenir parfois auprès de tel ou tel chancelier, y compris auprès de notre pays, hein, pour que les promesses qui étaient faites soient tenues, parce qu'on ne pouvait pas mettre comme cela l'intendance de l'université en difficulté. Pour pas être trop long. On était encore donc au début finalement de la construction de l'université d'une certaine manière, parce que ces choses que vous évoquez sont stabilisées maintenant. Les fonds de l'université sont réguliers. Alors la France est aujourd'hui à 60% du budget, le Canada assez important aussi. La fédération Wallonie-Bruxelles est montée en puissance, c'est le troisième bailleur de l'université. La Suisse un peu aussi toujours. Et l'Égypte aussi maintenant donne également un peu d'argent pour financer des bourses d'étudiants. Pardon. Quant au bâtiment, effectivement, nous sommes toujours dans le même bâtiment, nous sommes toujours dans les 5 étages du bâtiment, le reste étant toujours vide. Mais par contre, il y a un projet maintenant vraiment concret de déménagement avec déjà des moyens qui ont été débloqués par l'État égyptien pour une première tranche. Donc, on espère dans 3 ans s'installer dans un nouveau campus avec le logement étudiant, parce que c'était déjà, je pense que c'était déjà un problème à votre époque de loger nos étudiants et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Absolument, ils étaient dispersés dans la ville et il y avait tout un système pour aller les chercher avec un autocar qui faisait le tour des différents logements. C'est vrai que c'était vraiment l'époque héroïque des pionniers. Mais il faut passer par là. Hein. Il faut passer, tant mieux, hein, ce sont de bonnes nouvelles que vous m'apportez. Et puis peut-être plus loin dans notre entretien, je vous dirai là aussi au registre des choses que j'ai pas eu le temps de faire un mot encore sur ce là. Et vous parliez d'une espèce de comité de direction aussi qui ne s'était pas réuni. Je pense que c'est cyclique en fait et ça dépend certainement de la personnalité du recteur. Quand je suis arrivé, moi c'est pareil, il n'y avait pas de réunion interne. Et donc j'ai réinstauré ce comité de direction qui se réunit chaque semaine pour faire un point des affaires en cours, disons. Absolument. Alors moi j'ai institué cela. On avait une réunion vraiment hebdomadaire, je ne sais plus d'ailleurs quel jour, et on faisait vraiment le point dans chaque secteur. Et puis je faisais toujours des ouvertures sur les rencontres du moment ou les projets que j'avais en tête. Tiens, il me revient que j'avais mobilisé les directeurs de département et puis certains enseignants qui apportaient leur contribution pour que l'université participe au prix Louis D. Le DE, c'est un mathématicien français et ce prix est décerné, j'espère qu'il existe toujours, par l'Académie française. À l'époque, vous savez que peut-être il y avait, enfin, pas, mais il y avait un lien entre l'Académie française et l'Université Senghor, puisque l'un des pères fondateurs de l'université, Maurice Druon, donc, était non seulement académicien, mais secrétaire perpétuel.
son directeur de cabinet également, M. Persson, a joué un rôle aussi dans certains développements de l'établissement. Et donc, j'avais, au cours de ces contacts hein, avec l'un et l'autre, eu vent de ce prix, de prix Louis D, et on s'était mobilisé. Alors, on l'a pas eu, malheureusement, nous étions en finale, on était parmi les 3 projets finalistes. J'ai été donc à l'époque interviewé par successeur de Maurice Druon, qui était Hélène Carrère d'Encausse, d'ailleurs qui est toujours secrétaire perpétuel, sauf erreur de ma part, de l'Académie française. Mais bon, finalement, on ne l'a pas eu. Mais ça avait mobilisé pendant à peu près 2 mois et demi, toute l'équipe, parce qu'il fallait faire un projet pour expliquer en quoi nous étions une œuvre, nous poursuivions l'œuvre de la francophonie scientifique au Moyen-Orient. Voilà, on avait fait tout un dossier. D'ailleurs, je ne sais pas si dans les archives, c'est Senghor, si on le trouverait encore, mais c'était un gros, on a gardé ce qu'on appelle le dossier pilote. C'était un beau dossier qu'on avait relié. Il y avait toute une police à l'époque, enfin une signature graphique de l'université avec une pyramide en fond, etc., sur le papier aussi. Donc, et on a fait un beau travail. Et ce que j'en garde vraiment, c'est l'espèce de ferveur qui nous animait, puisqu'il y avait à la clé 2 ou 3 millions. Et ça aurait vraiment bien arrangé nos affaires à tout point de vue. Voilà, on ne l'a pas eu, mais on a participé. Et c'était bien ainsi. Ok. C'est la première fois que j'entends parler de cette initiative-là. Je n'en avais pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah oui, on a quand même fait beaucoup de choses. Euh, à ce titre, alors, l'un des souvenirs marquants a été la première visite de Boutros Ghali à l'université. Mhm. C'est une visite qui est intervenue dans les 3 mois. Je pense que mon plan d'établissement n'était pas achevé, le plan d'action, mais était venu à l'occasion de rencontres bilatérales avec les autorités égyptiennes. Il avait profité pour venir m'installer officiellement. Donc, alors, il y avait différentes personnalités invitées, tous les auditeurs dans la plus grande salle alors qui se situe, si je ne me trompe pas, au niveau où se trouve le bureau du recteur et la salle Dupuis, hein, c'est le nom. Paul Desmarais, la salle de conférence Paul Desmarais. Paul Desmarais a démarré, oui, effectivement. Et Ouais. donc, voilà, alors ce qui fait que ça tombait bien puisque j'ai pu dévoiler les grands axes de ce plan avec M. Gali et le président du conseil d'administration qui était un juriste égyptien aussi à ce moment-là. Et puis on a fait le tour des documents ensemble et il m'a donné beaucoup de conseils aussi. Il m'a présenté à différentes personnalités égyptiennes à connaître, notamment le gouverneur d'Alexandrie, un ancien militaire dont on échappe, mais qui a toujours répondu présent quand j'ai eu besoin de solliciter ses services. En réalité, ces aspects-là, relations avec les autorités, étaient plus ou moins assurés par, nous avions un général retraité dans l'effectif qui s'occupait sur les questions de sécurité aussi, et c'est lui qui, mais parfois il y avait des manifestations plus solennelles, plus cérémonielles, à laquelle j'assistais en tant que tel. Oui, il y a toujours cette tradition à l'université. Vous avez déjà évoqué donc quelques points saillants de votre mandat. Y en a-t-il d'autres qui vous Oui, reviennent à alors ce l'esprit? que j'avais réussi à faire, c'est euh, remobiliser une partie des anciens Saint-Goriens. Hmm. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver son nom, mais il y en avait un qui avait bien réussi, puisqu'il a été recruté au PNUD, euh, donc, à New York, et très rapidement dépêché. À l'époque, il était en Afrique du Sud, et j'avais réussi à le faire venir pour
inauguré la, on va dire ça, la relance de l'association des Saint-Gauriens, l'association internationale des Saint-Gauriens. Il y avait une assemblée, alors, avec quelques-uns avaient pu venir, pas pu trouver les moyens d'en faire venir beaucoup, mais ils avaient rencontré donc ceux qui étaient en cours et c'était le début d'un nouveau maillage qu'on essayait de promouvoir. Et je l'avais fait participer à une autre initiative que j'avais prise, c'est celle de créer un cycle de conférences mensuelles tous les mois. D'ailleurs, il y avait tout un reportage, enfin, un témoignage photographique des différents intervenants que nous avons eus, certains vraiment de grande notoriété. Et donc, il avait participé à ce cycle de conférences. Et du coup, ça me fait penser que parmi les conférenciers les plus renommés, on va dire, moins sur le plan intellectuel que sur le plan politique, j'ai eu la chance d'accueillir Pierre Messmer dans le cycle. Et puis également quelqu'un qui est aussi décédé, Hervé Bourges, qui était venu. Vous savez, c'est un passionné d'Afrique de longue date et qui nous a parlé des questions visuelles en Afrique en général. Donc vraiment, c'était des moments. Et puis on a eu, alors vraiment, navré, je vois que la troisième personne qui me revient à l'esprit est aussi décédée plus récemment. C'est un collègue spécialiste de l'économie africaine, des économies africaines, Philippe Hugon, que j'avais invité aussi. Voilà, les auditeurs avaient vraiment des ouvertures qui étaient. Alors, c'était une idée toute simple, mais je l'ai eu très rapidement quand il m'a fallu commencer à préparer les stages de mise en situation professionnelle des auditeurs, où j'étais étonné de voir que très peu allaient dans les grandes entreprises françaises ou dans les grandes les filiales d'entreprises françaises implantées en Afrique. Et donc, j'ai essayé d'avoir dans ces conférences des personnes susceptibles de nous aider à placer ces auditeurs. Et ma foi, ça a bien marché, parce qu'on avait des gens de Thales, des gens de Veolia, des gens de Total, des gens de la Société Générale. Peu à peu, bon, on a pu élargir le champ de possibilités offertes aux auditeurs. Combien d'étudiants vous aviez à l'époque, vous vous souvenez Une soixantaine à Alexandrie, puisque la plupart bénéficiaient de bourses. Il y avait très peu, peut-être une dizaine et encore qui avaient des financements ou personnels ou institutionnels, mais extérieurs à la francophonie. Et puis, ce qu'on avait réussi à faire, néanmoins, c'était des séminaires ponctuels où les étudiants venaient pour 2, 3 journées sur un thème spécifique. Voilà. Donc, c'était vraiment l'un des enjeux, c'était vraiment le passage à doublement des effectifs. La difficulté étant, et ça touche un autre point, la levée des financements complémentaires auxquels je m'étais vraiment collé, mais sans grand succès. À l'époque, auprès des entreprises, j'ai démarché grandes entreprises françaises dont je viens de mentionner les noms. J'en ajoute une, Bolloré, puisque celle-ci m'avait été proposée par Michel Rocard, avec qui j'avais des relations, qui m'a beaucoup aidé pendant cette période-là, grâce d'ailleurs à un membre du conseil d'administration de l'époque, le préfet Michel Levallois, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Je me revois, enfin, je me reçu plusieurs fois dans son bureau pour passer des coups de fil. Vincent Bolloré avait, par sa fondation, voulu nous aider, mais bon, ça n'avait pas abouti vraiment. Il faut comprendre que ces fondations
ont été créées il y a longtemps. Elles ont déjà des centres de concentration de leurs interventions, souvent liés à leurs intérêts économiques directs. Et là, véritablement, le fait que nous ne soyons pas proprement une université égyptienne était un handicap. Le fait que nous ne soyons pas proprement une université africaine était une difficulté. Et ces entreprises étaient déjà sollicitées par le biais de, je ne sais plus si ça existe, mais dans la galaxie de la francophonie, il y avait quelque chose qui s'appelait l'association des entrepreneurs francophones, quelque chose comme ça. Et donc, elles avaient le sentiment d'être, de déjà contribuer en quelque sorte. Donc, j'ai vraiment pas réussi à trouver, à moins d'avoir des soutiens ponctuels. Par exemple, le directeur général de Veolia en Égypte, que je connaissais bien, nous aidait ponctuellement pour des manifestations. Mais on n'a jamais obtenu, et c'est lui d'ailleurs qui m'a mis en relation avec sa direction générale. J'avais rencontré moi, M. Proglio à Paris, mais ça avait pas, bon, pas lui qui avait géré le dossier directement, mais ça ne passe pas parce que Veolia était déjà dans le domaine environnemental à l'échelle quasiment planétaire. C'est des groupes qui sont implantés dans 100 pays, et donc on apparaissait vraiment comme lilliputien par rapport à leur perspective. Donc, j'avais essayé aussi autre chose. Alors, certains, quand j'y pense, j'avoue que c'était un peu hardi. Comme nous avions des relations privilégiées avec les ambassadeurs des pays africains représentés en Égypte, dont les ressortissants ont participé donc au cursus de formation offert par l'Université Senghor. Je les avais approchés pour voir dans quelle mesure leur pays pouvait contribuer même modestement. Et j'avais profité de la venue de leur chef d'État pour essayer de pousser un peu mes pions. Un seul d'entre eux m'avait reçu, les autres avaient évacué ma demande. C'est le président du Sénégal. À l'époque, c'était un maître Abdoulaye Wade. Et il m'avait dit, mais jeune homme, c'est la francophonie qui devrait me payer, pas nous qui devons la payer, parce que c'est bien beau de former nos jeunes les plus brillants, mais ensuite vous ne nous les renvoyez pas, vous les gardez pour vous, etc. Donc il avait pris ça comme ça, bon, c'était un contact, mais j'avais essayé dans cette direction parce que je savais bien que c'était quand même pour pour le départ tout au moins, un levier pour essayer de. Alors, j'ai une troisième option, n'avait pas non plus rencontré davantage de succès. C'était l'idée de proposer au pays que la francophonie prenne la moitié d'une bourse en charge et que le pays d'origine prenne notre moitié. Et à l'époque, honnêtement, en plus dans le contexte de la francophonie, de ce qu'elle était, c'était un discours qui ne passait pas. On vous écoutait avec politesse, souvent avec un petit sourire, mais ça n'allait pas plus loin parce que c'était vraiment pas dans l'air, dans l'état d'esprit. La francophonie est avant tout perçue comme une espèce de solidarité. Et la solidarité, c'était celle des pays qui avaient plus de moyens vers ceux qui en avaient moins. C'était dans ces termes-là que ça fonctionnait. C'est bien plus tard que d'autres discours sont heureusement apparus. Les choses ont quand même bien changé, hein, parce qu'aujourd'hui, l'université, sur son budget, peut financer 130 étudiants, prendre en charge totalement 130 étudiants ici pendant 2 ans. Formidable. Moi, je m'en félicite. Même si je pense que la notoriété de l'établissement sera vraiment atteinte le jour où des étudiants seront prêts à investir pour y venir. Ça, on l'a aussi, puisque aujourd'hui, on a 160, en première année, 160 étudiants, dont une trentaine donc, vont payer leur droit d'inscription. Ça, c'est très bien. Ils sont pris en charge comme les autres, mais ils vont payer quand même 3 000 € par an. Et avec ces 3 000, on va pouvoir les prendre en charge comme les boursiers. Donc, ils sont traités comme les boursiers une fois qu'ils sont là. Et en deuxième année, vont s'ajouter une quarantaine d'étudiants qui vont payer ces 3 000 €.
Donc, je crois que ce mécanisme-là commence à bien fonctionner maintenant avec des gens qui veulent venir ici et qui sont prêts à investir effectivement dans leur formation. Très bien. Bon, mais écoutez, je m'en félicite et justement au moment où on célèbre le trentenaire, ce sont des nouvelles vraiment réconfortantes de voir que l'établissement est consolidé et est sorti vraiment de la période où elle balbutiait encore. Mm. Mm. Et tant mieux, je pense que moi, mon discours était de dire de toute façon qu'il y avait de la place pour tout le monde hein, dans ce marché de la formation des cadres africains de demain. Parce que souvent, l'université fait double emploi et, vaut mieux que les bourses que son budget lui permet d'allouer aillent aux étudiants les plus méritants pour aller dans des institutions qui ont déjà une notoriété internationale bien assise, etc. C'était ce discours-là qu'on entendait. Et vraiment, je me réjouis, je me félicite de voir que l'université a trouvé sa place dans le paysage de formation des cadres africains. En plus, avec cette spécificité, c'est une école en réalité d'application. Hein. C'est comme ça que je percevais. C'est une école de professionnalisation en réalité à partir d'enseignements de tronc commun. Et l'idée étant qu'en sortant de l'établissement, ces étudiants puissent être directement ou quasiment directement opérationnels dans leurs différents secteurs de spécialisation. Je pense que c'est un peu le chaînon manquant de beaucoup de formations, par ailleurs de bon niveau, mais qui ne font pas pour autant de leurs étudiants des professionnels accomplis. Et il y a toujours une phase d'adaptation entre ces gens qui sont bien formés théoriquement, mais qui n'ont pas suffisamment de pratique pour être directement employables. Donc, a-t-on un retour de la manière dont ils servent dans leur pays d'origine ou dans d'autres entreprises, selon les cas? Est-ce qu'on a des statistiques de suivi de ce qu'ils deviennent après avoir euh, terminé leur formation à l'université? Oui, on a fait des enquêtes. Hein. Alors, je n'ai pas en tête exactement les proportions, mais je crois que maintenant, les gens se casent assez bien. Ils sont pour la plupart en Afrique. Hein. Ils reviennent en Afrique. Quelques-uns vont poursuivre en thèse en Europe. Mais vous parliez du PNUD. Aujourd'hui, si on décompte chez nos alumni les gens à haute responsabilité, on en a dans toutes les institutions internationales. On a plusieurs ministres en activité. On a une commissaire à l'Union africaine. On a un beau panel et on a ouvert, si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être trouver cette info, une plateforme qui s'appelle alumniusangor.org. Ouais. Justement, les gens s'inscrivent. Hein. Comme vous le disiez vous-même aussi à votre époque, on a relancé on essaie de redynamiser le réseau des anciens et des associations nationales. Et donc, on a un grand programme qui s'appuie d'abord sur une plateforme, et puis on va aussi probablement dissoudre l'association internationale pour introduire une présidence tournante, en fait, par les associations nationales de ce réseau, de telle sorte que chaque pays puisse aussi, à son tour, challenger un peu les autres et puis faire vivre vraiment au quotidien les alumni. Donc, je ne saurais pas vous dire les chiffres précis, mais non, les étudiants sangoriens se placent bien. Je crois comme toujours, ils ont pu le faire. Et puis, sur l'aspect professionnalisation, c'est un aspect qu'on a beaucoup renforcé. On a revu les maquettes, la promotion sortante, avec un stage maintenant qui est en fin de formation, qui dure 6 mois, enfin 5 mois, et qui va vraiment les préparer à reprendre une activité professionnelle. On a beaucoup insisté sur les compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est des aspects qu'on a beaucoup renforcés dans la formation, voilà, pour ce côté un peu opérationnel que vous évoquiez. Bon, les transformations depuis votre époque, et bien sûr aujourd'hui encore, continuent. Vous avez certainement entendu parler des campus aussi, c'est le recteur Loh Oui, qui a introduit les campus, que nous on essaie de consolider parce que lui il a démarré une nouvelle aventure avec les campus et je pense qu'il a retrouvé un peu l'ambiance que vous décriviez pour l'université. Donc aujourd'hui on consolide un peu tout ça et ça marche aussi. Donc dans les campus qui sont autofinancés par les droits d'inscription,
on a environ 350 étudiants réguliers chaque année qui payent des droits d'inscription pour se former dans les 8 pays maintenant où nous sommes et bientôt 10 pays. Donc voilà, on est dans une bonne dynamique maintenant et je crois que l'université, ça y est, elle est consolidée et tout porte à croire qu'elle va continuer à prospérer maintenant dans cette dynamique, quoi. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps certainement et des hauts et des bas, comme on l'évoquait. Au-delà de ces aspects purement professionnels, quels souvenirs marquants vous avez gardés de l'université? Ben, ce sont les liens humains, comme toujours. J'ai toujours en mémoire, je ne sais pas si l'université encore, mais en tout cas, je le souhaite parce que c'est quelqu'un de solide et qui m'a beaucoup entouré, appuyé pendant mon mandat de recteur. C'est Jeanne. Toujours là, Ah, formidable. Donc, toujours la directrice je de me cabinet. passe ainsi qu'à son mari à l'époque, qui travaillait aussi à l'université, Chérif, vraiment toutes mes salutations et mes amitiés. C'est vrai que bon, on n'a pas gardé le contact au-delà de quelques temps après mon départ, mais je ne l'ai pas oublié, vous le direz. Et puis, celui qui était mon chauffeur, et plus que mon chauffeur, puisqu'il m'a quand même aidé à connaître Alexandrie, tout au moins l'Égypte, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de voyager ensemble, autrement que pour aller au Caire. C'est Sayed, je ne sais pas s'il est toujours là. Et il est à la retraite maintenant. Ah, tu à la retraite, d'accord. Mais je me souviens bien de lui, et puis il m'a introduit un petit peu à la philosophie nubienne, qui est très particulière au sein du mix égyptien, hein, puisqu'il y a beaucoup de cultures derrière ce que l'on pense souvent être un bloc monolithique. Vous découvriez l'Égypte à l'époque aussi Ah oui, oui, c'est la première fois. Ah oui, j'ai fait plusieurs voyages intérieurs, on va dire. Et parmi les souvenirs marquants sur ce plan, c'est certainement mon séjour dans un éco-lodge qui se trouve à la frontière avec la Libye, tu vois. euh, oui, dans une oasis. Et je ne sais pas s'il existe toujours, mais Oui, il y en a plusieurs maintenant. Il y a plusieurs il y en a écologues. plusieurs, ouais. Celui-là était vraiment fait avec même la matière du bâtiment, etc., avec les matériaux qu'on trouvait sur place. C'est d'ailleurs une oasis qui abrite une population berbère, hein, qui a un phénotype particulier. Il y a beaucoup de rouquins notamment. Et ça, c'était vraiment magique le soir, notamment de dîner sur la terrasse des maisons, vous savez, et avec lune, on n'avait pas besoin vraiment d'autres points lumineux que ça. C'est vraiment des grands moments. Vraiment, alors, j'ai pas, bizarrement, j'ai eu deux reprises l'opportunité de retourner dans mes fonctions futures. Bon, depuis l'époque d'Alexandrie, les fonctions que j'ai exercées par la suite, je veux dire. Et puis ça s'est pas fait. Donc ma promesse, je dois tenir ma promesse de retourner. La promesse est toujours pendante, mais c'est vraiment grand, un grand pays qui gagne à être connu. Alors, j'ai rencontré deux écrivains là-bas. Le premier, c'est le fameux, alors qui est devenu un écrivain à succès, El Asawi, qui est La soigner. un dentiste devenu celui qui malheureusement a quitté l'Égypte il y a peu. Et puis, deuxième, bon, non, mais qui est traduit par Gilles Gauthier, qui était un diplomate français, qui était consul général d'Alexandrie à l'époque. Et puis, naturellement. Et la soigner est traduit par Gilles Gauthier déjà.
Ah oui, donc ben, c'est un deuxième écrivain qui sont tous les deux francophones, mais qui s'expriment, qui écrivent en arabe. Et puis naturellement, le rédacteur en chef du journal El Adram de l'époque, dont le nom m'échappe, était un grand spécialiste de Naguib Mahfouz. Et donc, je l'avais invité dans le cycle de conférences que j'évoquais dans notre entretien à nous parler justement du seul prix Nobel de littérature égyptien. Et donc, je garde tout ça un souvenir encore très vif. Vous parliez de l'ascenseur aussi tout à l'heure. Alors, il y a Oui, alors beaucoup l'anecdote, c'est d'histoires sur cet que ascenseur. pendant la deuxième visite de ce Boutros Ghali, il était accompagné d'une personnalité de ministre égyptien de l'Éducation nationale, certainement. L'ascenseur nous a lâchés. Alors, non seulement il nous a lâchés, puis il n'y avait plus de lumière. Donc, alors vous imaginez quand vous êtes l'hôte, malgré tout le soin que vous apportez pour que tout se passe bien, ça a duré quelques secondes, mais de ma vie, je pense que c'est les secondes qui ont duré le plus longtemps. Et puis, ça a redémarré. Il y avait d'ailleurs quelqu'un de très dévoué qui était pas technicien réellement, mais qui avait, au fil du temps, acquis un véritable savoir-faire. Son nom m'échappe encore une fois. Et c'est lui qui nous avait sorti de cette mauvaise situation, puisqu'après ce temps d'arrêt, l'ascenseur s'était remis à fonctionner. Mais ce qui nous avait vraiment inquiété, c'est qu'il n'y avait plus d'électricité, puisqu'il n'y avait plus de lumière, donc on était dans le Mhm. noir. Mhm. Oui, mais Les c'est toujours gardes la du fameuse corps, parce qu'il y avait histoire. des gardes du corps, le ministre était avec ses gardes du corps et était vraiment sur les dents. C'était Et une répétition de l'inauguration où il y avait eu oui, six aussi, pannes. ça c'était, on m'avait raconté cette anecdote. Et Boutros Ghali, avec un grand sourire, m'avait dit, Monsieur le recteur, ne nous faites plus jamais ça. Et ouais. C'est dommage que, bon, la vie est ce qu'elle est, mais qu'on n'ait pas pu, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, mais consigner davantage les vues que Boutros Ghali avait sur l'université, qu'on ne lui a pas fait écrire quelque chose sur l'université, parce que ça aurait été pour les archives de cette maison un élément supplémentaire, je pense. Et dans sa mémoire, et puis dans source d'inspiration, euh, je dirais la même chose pour le professeur Dupuis, grand professeur au Collège de France, donc on n'a pas pu non plus. Moi, il était déjà décédé hein, quand j'ai fait une fonction. Dire un petit peu la, la mémoire hein, sur l'université, puisque le troisième, en revanche, bon, lui, j'ai pu échanger avec lui, Maurice Duvellon, c'est ces trois personnes hein, qui sont à l'origine. Un autre souvenir me revient, c'est l'hommage que nous avons rendu à Giovanni Agnelli, vous savez, le président de Fiat, qui était un ami de M. Boutros Ghali et de Maurice Duvellon, avait offert le premier million pour les études nécessaires au lancement de l'université. Donc, j'avais invité l'ambassadeur d'Italie, qui était quelqu'un vraiment très bien. Et on a fait une soirée d'hommage dans la salle Paul Desmarais avec le corps diplomatique et puis les personnalités égyptiennes et tous les auditeurs. C'était quand je suis parti, il y a après la cérémonie de graduation, vous voyez, les souvenirs affluent, hein, puis on Oui, se je vois, en oui. mémoire. Il y avait un étudiant béninois qui avait composé un morceau pour me rendre hommage. Alors, je ne risquerai pas l'interpréter, hein. Mais ça m'avait vraiment, c'est un des souvenirs que je garde aussi, qui était assez touchant. Je ne pense pas que ça a été fini, parce qu'à l'époque, les téléphones n'étaient pas aussi smart qu'ils le sont devenus par la suite. Mais c'était un grand moment. La cérémonie de radiation était quand même quelque chose d'important. Parce qu'on est invité. La salle des marées était trop petite. Hein. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas trouver place. Et les amis, les parents parfois, tout le corps diplomatique, les personnes égyptiennes. Y Les a-t-il relations des... humaines prennent une intensité particulière, je trouve, à l'Université Bangor. Le fait que tous ces étudiants soient étrangers, finalement, Voilà, ici, c'est ça. Ouais.
renforce un peu ces liens qu'on a. Voilà, grosso modo, on avait établi aussi des liens avec l'antenne de l'Institut français, euh, parce que les étudiants n'avaient pas beaucoup de distractions, donc ils avaient, grâce à leur carte et au partenariat qu'on avait établi, l'accès à toute la programmation culturelle de l'Institut français d'Alexandrie. J'espère qu'il existe toujours, hein, Oui, oui. très bien, et donc voilà, et puis chaque année, ils organisaient leur propre gala. Chaque colonie nationale organisait des spectacles, enfin un spectacle avec les danses et les chants de leur pays. Et puis, il y avait aussi euh, manifestations culinaires où les étudiants préparaient les spécialités de leur pays. J'imagine que ça se poursuit, c'est un peu classique. Le stand marocain était souvent pris d'assaut. Mm. Parce que c'est certainement une cuisine c'est le plus internationalisée. Et voilà, Et alors, après l'université, alors, vous êtes devenu ambassadeur, je crois. voilà, pas tout de suite. Et je suis, moi, j'ai bénéficié vous savez, les recteurs dans notre système peuvent, c'est pas de droit, mais bon, ça, c'est l'usage. J'ai bénéficié d'un un semestre sabbatique. Donc, le ministère m'a accordé ce semestre sabbatique et euh, euh, Maurice Luric, entre-temps, donc j'ai repris, enfin, j'avais toujours été en contact avec lui, c'est lui qui m'a mis en relation avec les gens du Quai d'Orsay et je suis parti ensuite dans le réseau diplomatique. Voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, j'ai eu quelques interruptions ensuite puisque je suis sorti de réseau diplomatique pour retourner enseigner aux États-Unis à l'université de Berkeley. Puis après, je suis revenu voilà, et puis ces va-et-vient se poursuivent puisque bon, je suis un des rares universitaires à avoir mené, comme si c'était planifié, une double carrière à la fois diplomatique et universitaire, l'une nourrissant l'autre d'ailleurs. D'ailleurs, tantôt, quand on est diplomate, on a des frustrations de ne pas pouvoir avoir la liberté de parole hein, d'un universitaire. Mais quand on est universitaire, on a parfois aussi la nostalgie de pas avoir une grande audience, hein, qu'en général les diplomates, parce qu'ils portent la parole qui est plus grande qu'eux-mêmes, puisque c'est celle de l'État qu'ils représentent. Donc voilà, ça se complète assez bien. Et puis de toute façon, depuis très longtemps, je suis partisan de saisir les opportunités qui s'offrent, surtout quand elles sont inespérées, quand elles sont inattendues. Et donc, c'est très intéressant. C'était déjà le cas à l'époque. Quand vous êtes arrivé ici, finalement, c'était une opportunité aussi pour vous. Absolument, absolument. J'étais pas inscrit dans un rail particulier pour arriver jusqu'à Alexandrie. Et, pendant que j'y suis, je ne sais pas si dans le cas des trentenaires, vous avez prévu d'inviter des anciens recteurs, mais ce serait une initiative. Moi, ça me plairait bien l'année prochaine, si je ne me trompe pas, si les conditions sanitaires naturellement le permettaient, à cette occasion de revenir en Égypte, à Alexandrie, à l'université, et de voir comment ce qu'on a contribué modestement à un moment donné à édifier, eh bien, a poursuivi sa route. Hein. Voilà. Oui, c'est une bonne idée. Le trentenaire, on l'a fêté en fait en novembre dernier. C'était vraiment Ah, la période anniversaire. Et effectivement, toute l'année, on essaye en ce moment, bien sûr, de capitaliser, fabriquer finalement des archives en interviewant les recteurs, en interviewant quelques professeurs aussi qui sont là depuis longtemps. Mais c'est une très bonne idée, effectivement, ce que vous dites, peut-être à l'occasion de la remise des diplômes, la prochaine remise des diplômes, qui a lieu maintenant en septembre. ah, d'accord. Parce que pour la première fois, on va pouvoir recouvrir, enfin, sauf que la situation sanitaire, on n'est pas sûr de pouvoir le faire, mais
la nouvelle promotion va arriver 15 jours avant la remise des diplômes, enfin au moment de la remise des diplômes et au moment des soutenances en fait, pour qu'ils se croisent un petit peu pendant une quinzaine de jours et que voilà, ils aient cette chance que n'ont jamais eu, je crois, leurs prédécesseurs. Peut-être à votre époque non plus, il n'y avait pas superposition des promotions, hein. Non, non, non. Donc là, voilà, il y aura un petit période de recouvrement et ça serait peut-être un bon moment, si la condition sanitaire le permet, pour effectivement vous inviter aussi, vous et d'autres. J'ai eu M. Redonné, j'ai eu M. Texier, M. Ah, très Lourdes. bien, oui. J'ai plus de ces nouvelles, mais on se connaît, hein, Jean-Claude. Et Redonné était très content de partager aussi ses souvenirs du tout début. Lui, il était quasiment le premier ou le deuxième Le peut-être. deuxième, je pense. Oui, Ouais. le deuxième, je crois. C'était Tabatoni le premier, hein, mais Tabatoni Ouais. est décédé. Et puis, moi, j'ai succédé au recteur Sec, qui est Oui, décédé c'est ça qui est aussi, décédé également, oui. du Sénégal. Donc, j'ai jamais rencontré, d'ailleurs, parce que son départ était un peu précipité. Ce sont des choses qui, Oui, c'est qu'il a laissé son empreinte parce qu'il est resté longtemps. Il a été Ah oui, secrétaire lui, il est resté général longtemps. d'abord et puis ensuite Ouais. recteur. Ouais. Très bien. Ben, écoutez, en tout cas, moi, je vous invite aussi à suivre la page Facebook de l'université. C'est celle où il y a le plus on voit plus l'actualité, si vous voulez un petit peu suivre ce qui se passe. Est-ce que vous avez gardé d'ailleurs des liens avec des étudiants? Vous avez évoqué quelques... Alors, il y en a un en particulier que j'ai vu parce que j'étais retourné pour des raisons professionnelles au Maroc, c'est Rachid Badouli, étudiant du département patrimoine. Et puis, ce qui m'a quand même frappé, c'est que bon, j'ai eu à voyager pas mal en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Là, mon dernier poste immédiat d'ambassadeur en Guinée équatoriale, eh bien partout, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais écoutez, je suis un ancien Symborien, j'étais pas à Symbor quand vous y étiez, mais je sais que vous avez été directeur là-bas et je tenais à vous présenter à vous. Et c'est arrivé quelques fois. Alors, la colonie la plus importante que j'ai pu rencontrer, parce que c'était contacté, sachant que j'étais de passage à Dakar, c'était au Sénégal, donc. Mais au Bénin, j'ai notamment l'étudiant que j'évoquais tout à l'heure qui avait des talents de musicien. J'ai quelques contacts avec lui. Si je regarde dans mes adresses électroniques, je vais retrouver une adresse. Mais bon, après, avec le temps, vous savez, les liens, malheureusement, se distendent un petit peu. Et c'est tout l'intérêt de l'initiative que vous êtes en train de prendre pour retisser un petit peu ces liens à partir du point d'ancrage qui est l'établissement, hein, finalement. Mm, mm. Non, en tout cas, les étudiants restent très attachés, hein, toujours maintenant, à cette expérience qu'ils ont vécue ici. C'est clair. Très bien, Monsieur Constant. Écoutez, merci Ben, beaucoup c'était un d'avoir plaisir. accepté cet Ouais. entretien. Je vous enverrai le lien de l'enregistrement, comme ça vous pourrez le garder. Et puis, à partir de ces enregistrements, on va faire un petit montage, Oui, je pense. Ouais. publier ça sur les réseaux, mais on va conserver bien sûr l'intégralité en archive pour l'université. Très bien. Merci Merci beaucoup. de m'avoir contacté. C'était un plaisir. Et puis, n'oubliez pas de transmettre mes salutations aux quelques personnes, hein, vraiment, que j'ai. Jeanne sera ravie. Voilà. Très bien. Merci encore. Au Bientôt. revoir. Au revoir, merci.